gentlemen, bienvenue à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale « Il n'a pas couché ». Et non, c'est l'histoire d'un homme effectivement qui n'a pas su coucher. Parce que comme beaucoup, eh bien, il rêvait de rouler des pelles aux filles, mais ne prenait sans cesse que des râteaux. Et oui, c'est notre histoire à tous, hein. Un beau jour ou l'autre, on se prend des râteaux avec les... À part, en tout cas, j'en ai pas pris tellement que ça, parce que bon, voilà, on n'est pas tous égaux hein, devant les râteaux, mais il y en a qui les maîtrisent vraiment beaucoup mieux que d'autres, hein, qui sont des experts en râteaux, qui les connaissent, qui les collectionnent de toutes sortes, hein, des blonds, des bruns, des roux, des grands, des minces, des Européens, des pas Européens, vraiment, qui s'y connaissent extraordinairement bien en râteaux. Et ce soir, j'ai pour vous un exemplaire, un spécimen particulier à vous présenter dans cette émission spéciale « Il n'a pas couché ». Invitons Pascal de Sutter, le spécialiste du râteau. C'est impressionnant en effet. Hein. Vous êtes le champion des râteaux. Et voilà. Il paraît même que vous avez gagné le râteau d'or à Cannes il y a 2 ans. Tout à fait, dans un second rôle, le rôle du Gollum dans Le Seigneur des râteaux. Mais également, j'ai eu d'autres prix. J'ai eu le prix à Berlin, l'Ours d'or à Berlin pour L'homme qui murmure à l'oreille des râteaux. J'ai également eu le raton laveur d'or à Calgary pour Un râteau frappe toujours 2 fois. Mais mon prix le plus prestigieux, c'est un Oscar pour un film qui m'a beaucoup touché, c'est Le silence des râteaux. C'est très impressionnant, votre palmarès. Mais ce soir, vous le savez, vous êtes en compétition. Hein. Dans cette émission « Il n'a pas couché », vous allez nous démontrer votre plus beau, votre plus retentissant râteau. Vous allez nous faire vibrer avec vos histoires. Parce qu'il y a d'autres, évidemment, candidats que vous dans cette émission, comme Jean-Claude Duss dans son camping, qui peut éventuellement vous battre, ou... Jean-Claude Duss dans son camping, qu'est-ce que je raconte? Jean-Claude Duss sur son télésiège, et effectivement Patrick Chirac dans son camping. J'ai mal revu ma fiche à la pause, excusez-moi. Donc, excusez-moi Jean-Claude, excusez-moi Patrick, vous êtes en lice aussi, mais maintenant nous allons écouter notre champion du jour, Pascal de Sutter, et allez-y, racontez-nous votre plus retentissant râteau. Mon premier grand râteau, c'est la fois où j'ai essayé pour la première fois d'embrasser une fille sur la bouche. J'avais l'âge presque canonique de 16 ans. C'est que je voulais depuis longtemps, mais là aussi, je n'y arrivais pas. Et puis, on avait fait à un moment une sortie de classe au cinéma. Et je rêvais d'une fille qui s'appelait Françoise. Et j'étais très amoureux de Françoise. Ça faisait des mois que je rêvais d'elle, que je fantasmais d'elle. Et là, au cinéma, je parviens à me faufiler dans le groupe pour m'asseoir juste à côté d'elle, dans cette salle de cinéma où on était tous assis comme ça, toute la classe, l'un à côté de l'autre. Et moi, j'étais juste à côté du rêve de mon enfance, de la femme qui me faisait fantasmer Françoise. Et on regardait un film d'horreur. Et j'attends pendant tout le film. Je n'ose rien faire. Je me dis, il faut que je l'embrasse, il faut que je fasse quelque chose. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et le film dure et dure. Et à la fin du film, le film est presque terminé. Je me dis, là, maintenant, il faut que je passe à l'action. Et là, je me tourne vers elle. Et je lui dis, Françoise, je peux prendre ta main? Pourquoi t'as peur? L'humiliation. Prendre un râteau comme ça, c'est terrible, parce qu'en plus, vous prenez le râteau devant tout le monde. C'est ça qui est dramatique. Prendre un râteau tout seul, inconnu, ça va. Mais prendre un râteau et toute la classe rigole, éclate de rire, c'est vraiment atroce. D'ailleurs, vous savez, ça existe chez les animaux aussi. Je me rappelle cette histoire, c'est un chimpanzé qui est en manque aussi, comme moi je l'étais à l'époque, qui voulait absolument, il faut qu'il baise une guenon, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et puis là, qu'est-ce qu'il voit au bord de la rivière? Il voit une magnifique lionne qui est occupée comme ça, à l'échelon, et il voit le cul de cette lionne, il dit, oh, je vais me la faire. Je vais me baiser cette lionne. Et le chimpanzé dit, non, je ne vais quand même pas le faire, c'est trop dangereux. Il dit, ah non, j'en peux plus, j'en peux plus. Hop, le chimpanzé, il saute sur la lionne. La lionne, elle est offusquée, elle se retourne, elle court après le chimpanzé, elle court après le chimpanzé. Le chimpanzé court partout dans la forêt, etc. Puis finalement, il trouve un campement de chasseurs. Il s'installe, il prend un casque colonial, il la met sur sa tête, il ouvre son journal, tout tremblant comme ça. Et la lionne s'approche. Et le chimpanzé, il est là, il fait semblant de rien, il essaie de se faire passer pour un chasseur. La lionne s'approche de lui et il lui dit,
vous n'auriez pas vu un chimpanzé. Et le chimpanzé est là tout tremblant et dit « Quel chimpanzé? Celui qui a enculé une lionne ?» Et la lionne répond « Quoi? C'était déjà dans le journal ?» C'est ça qui est terrible, c'est quand tout le monde le sait. C'est ça qui est atroce. Évidemment. Bon, deuxième râteau. Deuxième râteau, c'était une fille qui s'appelait Pascal. Aussi un prénom ambigu. N'appelez jamais vos enfants Dominique, Pascal, Joël, etc. C'est la catastrophe. Moi, pendant des années, on m'appelait madame. Encore maintenant, je reçois des lettres au nom de madame. Après, c'est difficile d'être au clair avec son orientation sexuelle ou son identité. Donc, elle s'appelait Pascal, mais elle était très féminine. Et cette Pascal me faisait toutes sortes de confidences. Elle me racontait un petit peu sa vie amoureuse. Elle me racontait ses échecs. Et moi, j'écoutais patiemment Pascal. Je dansais même parfois avec elle. Et comme ça, quand on dansait... Je crois que tu dois aller au restaurant avec Pascal. Non? Ça va lui revenir. Hein. Heureusement, les râteaux, c'est loin pour lui, visiblement. Donc, c'est bien. Tu as exercé ta résilience, visiblement. Tu as oublié Pascal. Non, c'est vrai. Pascal, j'ai pas osé danser avec elle, je n'osais même pas la toucher. Mais non, Pascal, tu la touches pas. Ben non, alors... Pas question que tu la touches. Un grand jour, je vais au restaurant avec elle. Mais c'est vrai, elle connaît mieux mes histoires d'échecs de râteaux que moi. On va au restaurant. Et là, j'ose rien faire, évidemment. Hein. Je n'osais pas la toucher, je n'osais pas danser. Je buvais du vin pour me donner du courage. À l'entrée, je fais rien. L'entremets, je fais rien. Plat principal, je fais rien. Dessert, je fais rien. Puis finalement, voilà, la soirée se termine et il faut bien quitter le restaurant. Et là, bon, toujours rien. Je la ramène tout doucement vers l'arrêt de bus. J'avais 17 ans. Je n'avais pas encore permis de conduire. Et là, à l'arrêt de bus, je me lance. Je dis, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je prends un grand souffle. Je la regarde et je dis, Pascal, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. La minute la plus longue de ma vie. Il est encore loin l'arrêt de bus? Oui, je pense qu'il est par là. Il y a souvent des bus qui passent par ici. Je sais pas. Il fait pas très froid pour la saison. Non. Une fois de plus, encore un échec, encore un râteau. Terrible. Alors, l'autre fille, Claude, encore un prénom ambigu. Je me pose vraiment des questions sur mon orientation sexuelle. Elle, effectivement, j'ai osé un moment un petit peu danser avec elle, ça c'est vrai. Mais c'était un slow quand même avec une certaine distance. Hein. Et elle, j'avais été plus loin dans le côté good boy, gentil garçon, l'oreille attentive, et effectivement, elle me racontait ses histoires, elle me racontait tout ce qu'elle faisait avec les autres hommes. Et alors que moi, je rêvais que ça soit avec moi, évidemment. Et moi, je l'écoutais. J'étais devenu le bon copain. Dit aussi le pot de télé. Celui qui, la confession, qui est englué dans ce que les gens appellent aujourd'hui la friend zone. Et là, le temps passait. Elle me parlait même de ses problèmes de ses seins. Tu ne trouves pas que le sein gauche est un peu plus grand que le droit? Je regardais, je disais, moi, je trouve que ça va. Et alors, stupidement, je me dis, si elle a cette familiarité avec moi, c'est peut-être que j'ai une chance. Mais non, justement, on ne montre pas ses seins à un gars qui nous intéresse. On montre un espèce de béné, gentil garçon. Et une fois de plus, encore un échec. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là, parce que je pourrais écrire un livre complet sur les râteaux que j'ai pris dans ma chienne de vie de futur sexologue. Alors, je reconnais que vous avez effectivement, Pascal de Sutter, gagné le plus retentissant râteau, mais plus sérieusement, qu'a commis le jeune Godelureau, qui était Pascal à l'époque, il y a longtemps dans sa prime jeunesse. Quelles ont été ses erreurs, hein, sexologiquement parlant, amoureusement parlant? Qu'est-ce que vous avez remarqué là? Qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait? Il a attendu, effectivement. Il n'était pas assez confiant en lui, et donc il prend trop de temps. Et à un moment donné, quand c'est plus l'heure, quand c'est pas l'heure, c'est plus l'heure. Et il est rentré effectivement dans cette friend zone, puisqu'il était plus séduisant, il a trop attendu.
Une autre erreur, justement, voilà, il n'a pas pris sa place et il n'a pas finalement assumé, lui, son désir, son envie, peut-être prendre la main, peut-être embrasser la fille. Souvent, on va reprocher aux hommes justement qu'ils n'en font pas assez. On reproche rarement qu'ils en font trop. Si voilà, ils en font trop, 2 fois, 3 fois, bon là, évidemment, on les replace. Mais souvent, les jeunes filles et les femmes, ben, ce n'est pas dans notre culture de se dire tout de suite oui, sinon on est quoi? On est une salope, on est une Marie, couche-toi là. Donc c'est un peu normal de faire la petite résistance. Donc là, il aurait fallu évidemment que Pascal ait des conseils d'estime de lui, de confiance en lui, de s'affirmer, de poser ses envies, dans la douceur peut-être, mais une espèce ou une certaine affirmation de lui-même qu'il n'avait pas à l'époque. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont célibataires parce qu'ils ont peur, évidemment, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'abandon. Et ils restent parfois s'engluer des années dans des relations assez stériles. Et donc ça, c'est ce qu'on peut retenir. Mais je pense qu'on devait parler de ta première fois, non? Ou alors on avait des questions avant? Il y a des questions? Des questions avant, et puis après, les questions. Première fois. Alors, première vraie fois. on pose une série de questions. Ah. Tu commences? Ah zut, celle-là, j'aurais pas voulu la voir. Ah, question pour Pascal en plus. Quand vous avez fait votre émission sur la compatibilité amoureuse, émission dans laquelle vous mariez des couples? Ouais, j'espère qu'on n'en parle pas. Raté. Ouais, ça fait le marié au premier regard. Franchement, vous y croyez vraiment? Avec de 3 points d'interrogation. Alors, c'est très intéressant cette expérience parce que quand cette maison de production m'a proposé de participer à cette émission, j'ai dit, vous n'êtes pas sérieux là? Il dit, si, on va vraiment marier des gens, etc. Je dis, non, c'est pas possible, là, c'est pas sérieux. Et puis, finalement, j'ai posé pas mal de questions sur la manière dont ça passait. Et une des conditions que je voulais, d'ailleurs, c'était rajouté à mon contrat, c'est que tous les participants soient vraiment respectés et qu'ils aient vraiment un suivi psychologique si nécessaire, y compris par des gens qui ne sont pas de la production. Et ils m'ont garanti ça, et effectivement, ça s'est très bien passé. Alors, j'y crois ou j'y crois pas, ce que je savais déjà, et c'est vrai que j'avais déjà pas mal étudié dans ce sens-là, c'est qu'il y a quand même des compatibilités qui font que ça peut fonctionner ou pas. Ça, c'est sûr. Et ceux d'entre vous qui travaillent avec les couples savent qu'il y a certains profils de personnalité qui vont probablement mieux s'arranger ensemble que d'autres. Et qu'on peut plus ou moins, avec une marge d'erreur énorme évidemment, parce qu'on est en sciences humaines et pas dans les sciences mathématiques, une marge d'erreur énorme, plus ou moins prédire que certaines compatibilités fonctionnent mieux que d'autres. Mais le bilan de cette expérience, c'est que, et d'ailleurs j'ai récidivé puisque j'ai participé à la 2e saison, c'est que ça m'a appris énormément sur les gens et le mariage et la motivation. C'est que finalement, le vrai problème, ce n'est pas tellement d'être compatible ou pas compatible. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société d'hyperconsommation de tout, y compris du sexe, y compris des relations amoureuses et sexuelles. Ce qui fait qu'on est un peu à l'ère du Tinder, où on zappe les gens comme ça, plaît pas, plaît pas, on essaie quelqu'un et puis on change. Et malheureusement, c'est ça qui est très très difficile dans ce genre d'expérience, c'est que les personnes, dès qu'il y a le moindre petit souci, basta, je passe à la personne suivante. Et là, je crois que c'est un vrai problème de société. Et au moins, cette émission m'a permis de réfléchir là-dessus. Et je me dis que j'espère au moins, avec très modestement, de passer quand même quelques messages pour encourager les couples d'essayer de quand même perdurer dans leurs relations amoureuses et sexuelles et d'essayer d'au moins faire des efforts pour que ça dure, même si au départ, ils ne se sont pas toujours choisis, ou même si au départ, c'était magnifique et idyllique, mais qu'après quelques temps, ça a mal tourné. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec ma collègue, on a écrit un livre qui s'appelle « Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel », où on explique aux gens comment comprendre ces lois et donner plus de chances de réussir dans leur vie amoureuse et sexuelle. Je peux encore parler longuement, mais je vais plutôt prendre une question pour toi. Il sort bientôt, il sort le 2 novembre chez Robert Laffont, donc c'est normal que vous ne l'ayez Voilà. pas encore vu. Tiens. Il arrive. Alors, quel mouvement a conseillé pour atteindre l'orgasme par le vagin? Est-ce le mouvement pour les hommes ou le mouvement pour les femmes? Si c'est pour les femmes, je conseille ce mouvement-là. Donc voilà, c'est très facile. Vous caressez en même temps l'extérieur de votre clitoris et vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre l'orgasme également pendant que vous faites pénétrer. Je rigole, mais je rigole pas tout à fait. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait aujourd'hui, j'ai pas mon clitoris 3D parce que voilà, dans le voyage, mais j'imagine que vous en avez. Non, j'ai pas mon clitoris 3D. Enfin, si j'ai le mien, mais pas le démo, on va dire. Toujours un pénis sur moi. Souvent, tu as toujours un pénis. T'as pas ton clitoris non plus, tu en as aussi un clitoris 3D. C'est vrai. Et donc souvent, on explique maintenant, et on l'a dans nos cabinets de consultation, qu'on sait bien que le plaisir féminin
vient d'un principal organe qui est ce clitoris qui effectivement sort à l'extérieur et qui est sensible aux frictions, aux caresses notamment, mais aussi qui continue à l'intérieur et qui est sensible aux pressions, aux pénétrations aussi. Mais aux pénétrations qui effectivement doivent être faites suivant un certain angle, donc quel mouvement, c'est aussi quelle position, et ça chaque femme est différente. Le clitoris de chacune va être un peu comme le nez de chacune, hein, donc il y a des zones qui ne vont pas être exactement à X millimètres chez les mêmes, parfois c'est plus gonflé, voilà, quand ça gonfle ça va prendre X millimètres en plus, donc je crois que c'est vraiment important d'en discuter avec sa partenaire, et de voir dire voilà, quand je suis à quatre pattes et qu'en même temps je me relève avec un coussin, je ne sais pas quoi, là vraiment dans cet angle-là, ça touche bien, ça me fait plein de sensations. Peut-être que pour elle, voilà, le mouvement, c'est vraiment d'être plutôt par derrière. En général aussi, il y a aussi la forme du pénis. Il y a des pénis qui naturellement recourbent un petit peu. Il y a parfois plus de chances que ce pénis, juste à l'état naturel, va pousser plus sur l'endroit agréable pour la jeune femme que si justement on est dans une pénétration qui va juste au fond, taper au fond du vagin. C'est pas tout à fait là, on le sait aujourd'hui, que se trouve la terminaison de cette fameuse zone G. Alors sinon, quel mouvement aussi, bon, on le sait, les positions, ça peut être la position Amazon, où c'est la femme qui va, ce que je dis souvent, c'est qu'il va aussi bouger son bassin, comment bien atteindre l'orgasme à la pénétration vaginale, en n'étant pas évidemment comme ça. Hein, donc c'est l'homme qui bouge et c'est la femme qui reçoit. Si la femme, elle peut commencer à aller vraiment, elle, chercher, on apprend ça en section fonctionnelle notamment, et en section corporelle, aller vraiment jouer avec son corps comme un instrument, ça va déjà beaucoup changer, donc les mouvements du bassin, travailler sur la respiration, donc c'est toujours, moi ce que je dis, l'orgasme féminin, pour moi, c'est vraiment comme un orchestre qui joue. On peut avoir un orgasme du piccolo ou du violon qui fait son solo, mais c'est encore plus génial quand il y a la stimulation des seins, intérieur, extérieur, les mots qu'on se chuchote à l'oreille, les fantasmes qui arrivent. Et puis là, voilà, s'il y a un orgasme symphonique, peu importe qui joue la plus belle mélodie, ce qui compte, c'est que, voilà, tout ensemble. Voilà, moi, j'aime bien donner des métaphores comme ça à mes patients. Bon. Question suivante. Encore une autre. L'amour éternel. J'ai déjà répondu. L'amour éternel. Je pense, dans le livre d'ailleurs, dans les 12 lois du bonheur universel du bonheur amoureux et sexuel, on commence par le premier chapitre qui dit que c'est la loi de l'impermanence. C'est-à-dire, par définition, le sentiment amoureux n'est jamais permanent. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, mais il se transforme. Et que, quand on dit l'amour éternel, c'est de quel type d'amour parlons nous? Est-ce que c'est de l'amour-passion? L'amour-passion intense, on le sait, ça ne dure jamais très longtemps. Encore qu'il ne faut pas généraliser, il y a des amours-passions qui peuvent durer beaucoup plus que 3 ans. Mais l'amour peut être éternel certainement, et pour la même personne, d'ailleurs j'en parlerai demain, mais avec des variations, avec des évolutions, avec des transformations, et effectivement avec cette impermanence qui fait qu'il se développe, il grandit, il s'expand, comme tu l'exprimes très bien dans la loi de l'expansion, il prend de la place, mais il se transforme en permanence, et donc quelque part il est à la fois éternel et mortel, à la fois éternel et éphémère. C'est vraiment quelque chose qui est fluctuant. Mais je crois que vraiment, des personnes, c'est peut-être pas la majorité des gens, mais des personnes peuvent vivre des histoires d'amour qui sont extrêmement longues et extrêmement épanouissantes. J'en ai un autre pour toi. Hop. Merci. Point G de la femme versus point P de l'homme, point d'interrogation. Ce sera intéressant, je ne sais pas si justement ce sujet sera abordé aussi durant un prochain colloque, parce que c'est vrai qu'on en parle dans les love shops, on en parle, il y a des questions des patients par rapport à ça. Beaucoup le point G, souvent, c'est est-ce que c'est un mythe, hein? Alors, je réponds non, ce n'est pas un mythe, non, c'est plutôt la zone G, que c'est effectivement, maintenant on le sait très bien, cette zone, hein, une pièce d'1 centime qui correspond à cette convergence justement des bulbes du clitoris qui est plus sensible, encore faut-il bien la caresser, bien stimuler et pas évidemment se concentrer là-dessus. Ah voilà, j'ai trouvé ta zone. Ça ne suffit pas évidemment. Hein, si la femme elle n'est pas relaxée, enfin vous le savez, le psychologique, l'émotionnel, tout ça compte aussi, l'environnemental. Il ne s'agira pas juste de dire j'ai trouvé le point G. Voilà, c'est bon, on y va, on l'a trouvé. Non. Donc, alors après, on le sait, hein, ce mouvement-là, effectivement, qui doit être pratiqué un certain temps, un temps certain, si on souhaite que les vibrations et peut-être même la femme fontaine soit complètement en présence. Là, il ne faut jamais dire « femme fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Effectivement. Et alors, il y a le point P, alors P comme prostate.
Nous, on travaille en Belgique avec un love shop qui est tenu par 2 homosexuels qui m'ont effectivement donné tout l'ABCD du sexe anal, qui est magnifiquement très intéressant et qui explique qu'effectivement, il y a une grande sensibilité aussi à l'équivalent voilà, d'une ou 2 phalanges quand on rentre le doigt à l'intérieur de l'anus, évidemment, chez l'homme, qui correspond à... Alors, de nouveau, on ne touche pas, évidemment, la prostate, comme vous le savez, mais on peut appuyer. Donc, c'est une zone qui se gonfle. Voilà, c'est aussi du plaisir à ce niveau-là. Et il y a donc des masseurs prostatiques. Nous, on anime un atelier qui s'appelle l'art des plaisirs interdits, où on va jusqu'à la démonstration, justement, enfin, pas sur nous-mêmes sexologues, hein, mais on démontre, on explique avec tous les objets, sur les masseurs prostatiques, comment les hommes... Alors là, ce n'est pas non plus un mouvement comme ça qui va masser le point P, c'est plutôt mettre un objet et que l'homme soit tellement excité qu'en fait, il contracte autour de cet objet et que du coup, il y ait des sensations qui arrivent au niveau de l'intérieur de son sexe. Et pour avoir interviewé des hommes qui m'ont décrit leur orgasme prostatique, ils disaient que c'est assez bizarre pour eux parce qu'ils ont tellement l'habitude d'un orgasme, bon, on va dire si on doit comparer un orgasme pénien, je ne sais pas ce qu'on va dire, enfin, qui vient du pénis, ben voilà, c'est plus une sensation qu'ils connaissent bien, en fait, surtout, ils l'ont pratiqué pendant des dizaines d'années, puis tout d'un coup, ils ont quelque chose d'autre qui est plus intérieur, qui est plus profond, et donc, ils pourraient dire que c'est moins bien, dans le sens c'est moins fort, mais ceux qui l'apprécient disent, ben voilà, c'est différent, c'est variable, et d'ailleurs, je pense que les hommes aussi découvrent différents types d'orgasmes, comme peuvent le faire les femmes. Et on le découvrira encore. Alors, les 2 dernières questions. Alors, une question sur l'infidélité, ça, c'est l'objet de ma présentation demain, donc j'y répondrai demain. Voilà, c'est vite répondu. Et ici, c'est tout un petit texte qui a l'air sympathique. Mon homme a beaucoup d'humour. Quand on rencontre des gens pour la première fois avec la question « Que faites-vous comme métier ?» arrive, il répond très sereinement « Ma femme, eh bien, c'est une travailleuse du sexe. » Voilà, donc effectivement, désormais, voilà une manière de se présenter comme sexologue. Et d'ailleurs, il dit ça nous amuse beaucoup, car voilà la tête qu'ils font. Nous sommes finalement, nous les sexologues, des travailleurs du sexe, au même titre que d'autres professionnels qui mettent peut-être davantage de leur corps, nous on met un peu notre cerveau dans l'histoire. Donc merci pour toutes ces questions. Et on va continuer et clôturer cette conférence gesticulée ou ce spectacle sexo-informatif. Alors je pense qu'après tout est râteau. Oui. Tu as quand même dû un jour conclure, rassure-moi. C'est-à-dire que j'avais très envie à 16 ans, très envie à 17, très envie à 18, et finalement j'ai conclu pratiquement à 19. Et raconte-nous un peu ça pour nos confessions de sexologue. Alors, eh bien, avec des copains, on avait décidé de faire une orgie. Une orgie? Oui, en fait, c'était un peu un truc de mythomane. C'est des copains, ils étaient aussi puceaux que moi. Et tous les 3, on s'est dit, on fait une orgie. Franchement, c'est débile quand on y réfléchit, d'être puceau et de dire qu'on va faire une orgie. Mais on avait un copain qui avait un petit appartement. Moi, je vivais chez papa et maman et mon autre copain aussi. Mais un des 3, il avait un petit appartement. Et il avait même réussi, et je l'admire beaucoup, il s'appelait Christian, je ne vais pas donner son nom de famille, mais il s'appelait Christian, il s'en rappellera peut-être. Et il nous avait invités effectivement pour cette orgie. Et il avait même convaincu 2 filles de participer. Et qu'est-ce que vous avez fait durant cette orgie? Elle savait, elle, qu'elle participait à une orgie? Mais non, évidemment. On ne leur a pas dit invitation à une orgie. Ouais, c'est ça. Non, mais on avait quand même fait l'ambiance, on voulait faire un peu ambiance orgie romaine, donc on avait acheté du vin, des raisins, de la crème chantilly. Bon, dans un 12 mètres carrés, ce n'était pas vraiment la villa des débauches de Pompéi. Hein. C'était un petit appartement, on appelle ça un cote à Bruxelles, un petit appartement comme ça d'étudiants. Et ce n'était pas extraordinaire, mais enfin, quand même, les filles sont venues. Et vous avez bu du vin, mangé les raisins sur le corps des filles? J'avoue qu'on était encore plus gênés que les filles. On est arrivé là, on a un peu discuté, elles ont vu les grappes de raisin, la crème chantilly, elles ont dû se dire c'est quoi cette histoire. Et puis on a dit vous voulez prendre un verre, elles ont pris un peu un verre, puis on a discuté comme ça, on a dit c'était nul quoi. Alors on est parti danser. Alors on est parti, on est sorti, on est allé en boîte de nuit. Et là, on est tous un peu coincés. Moi, j'essaie de décoincer un peu l'ambiance en allant danser, quoi. T'avais pas des cheveux à l'époque? Et c'est vrai. J'avais des cheveux à l'époque. Ah, on veut voir ça. À peu près comme ça. Wouhou!
Eh ben, en plus, ça ressemblait vraiment à ça parce que j'avais des cheveux bruns et je voulais être blond. Alors j'avais mis de l'eau oxygénée en été. J'étais venu ici justement au sud de la France, en Provence, et avec le soleil, ça m'a fait tourner roux. Alors j'étais comme ça. Mais je comprends puis alors- les râteaux, hein, je comprends. Non, mais j'étais vraiment comme ça, quoi. Oui, je comprends, oui. Et puis après, parfois quand j'étais excité, je dansais même comme ça. Ouh. Et bon, finalement, la soirée était complètement nulle. Et on est rentré piteusement dans le 12 mètres carrés de mon copain. Et c'était la Bérésina. La Bérésina, quoi. C'est pas vraiment une folie, là, votre orgie de puceau jusque-là. C'est cruel de dire ça quand même, parce que on espérait, quoi. Ouais. Et puis bon, les filles se sont couchées sur des matelas par terre, là, dans ces 12 mètres carrés. On était un peu les uns sur les autres, comme ça. Et puis, moi, j'ai quand même lancé une dernière opération. Le tout pour le tout. L'opération kamikaze. Je suis parti. Et puis j'ai piqué sur une des filles pour venir lui dire bonsoir. Lâchement. Bonsoir. Et là, tout d'un coup, elle m'a pris comme ça, et elle m'a roulé une pelle d'enfer. Et on a continué. Et alors Et j'étais plus puceau. T'as perdu ta virginité comme ça. Oui, dans le noir absolu. Et tu sais même pas avec qui. Je ne Laquelle sais plus des- très bien. Je pense que c'était c'est là que les cheveux un peu roux aussi. Mais ça t'a pas traumatisé? Oh non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis plus puceau. Je ne suis plus puceau. J'étais là. C'était incroyable, j'étais là. I believe I can fly. I believe I can fly. I can touch the sky. C'était génial, j'étais plus puceau. Tu te rends compte, j'étais plus puceau. Plus puceau, j'allais pouvoir fêter mes 19 ans en parlant à mes copains en disant alors, tu connais ça aussi, toi? Ah oui, non, c'était fabuleux. Meilleur moment de ma vie, presque. Eh ben dis donc. Moi, ça n'a pas vraiment passé comme ça. Ma première fois, moi, j'étais très amoureuse. Et puis, ça a duré, en fait, assez longtemps. Puisque ça a duré 3 mois environ, cette première fois. Pas 3 mois de relation, 3 mois Oui, c'est un peu pour long. faire quand l'amour, même. quoi. 3 mois. Alors, pas non-stop. On a quand même dormi, Quand même. mangé entre-temps. Mais en fait, entre le premier moment où il s'est glissé un petit peu à l'intérieur de moi et le moment où il m'a pénétré pour du vrai, il s'est passé 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais effectivement très amoureuse et que j'étais donc pucelle et lui aussi puceau. Sexologiquement parlant, c'est pas terrible. 2 puceaux ensemble, alors on fait comment? Je sais pas, on va essayer. Et alors là, j'étais aussi, pas de chance, c'était pas seulement un puceau, c'était aussi un très gentil. Et un trop gentil. C'est-à-dire que quand je dis je suis pas sûre que c'est comme ça, il m'a dit c'est pas grave, on va attendre, on va prendre le temps, t'inquiète, ça se passera comme ça devra se passer. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, mais alors du coup, on attendait. Et voilà, alors chaque fois on s'embrassait, on se serrait très fort, comme moi je connais dans les films d'amour. Et voilà, et puis en fait, il se passait rien. Alors du coup, on attendait, on était toujours très amoureux, jusqu'au jour où, je te le donne en 1000, le 14 février, Oh. le réveil sonne, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Et paf, il y a son sexe qui rentre dans moi, quoi, sur femme libérée. T'imagines, vraiment, je me dis, waouh, ça c'est un signe. Et c'est un signe, et du coup, je dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc, ça a été un peu plus loin que d'habitude. Et elle me dit, oui, j'ai senti. Mais comme c'était le 14 février et qu'on allait à Paris pour la première fois ensemble, passer 2 jours tout seul dans une chambre d'hôtel, on s'est dit, non, on va pas faire ça vite comme ça. Nous, tu vois, justement, on s'est dit, on va savourer. Alors, on a pris le bus, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à Paris, on n'avait pas de permis. Donc, on prend le bus, 4 heures de route dans une espèce de bus comme ça. On était super excités tous les deux. Ouh, vivement, on arrive à Paris, on va faire l'amour. Et puis, enfin, on arrive, on prend notre clé dans la chambre d'hôtel. Et là, toute l'après-midi, toute la soirée, on n'a même pas vu Paris, on s'en foutait. On a fait l'amour comme des fous. J'ai découvert le plaisir avec lui. Et vraiment, ça a été waouh. Et je me rappelle, après, on a été se balader sur les bords de Seine. Moi aussi, un peu, je volais. On a mangé une pizza 4 fromages. Tous les deux, on était genre, c'est ça l'amour, c'est beau. Et puis, on est restés des années ensemble. Enfin bon, bref, voilà, ma première fois, moi, ça a été beau, romantique, exotique et sexy aussi. Voilà. Bah oui, d'ailleurs, comme quoi, il faut apprendre dans la vie, il faut apprendre ça à nos patientes aussi, à savoir dire non. On le dit souvent, mais il faut aussi apprendre à savoir dire oui. Oui. Parce que c'est important de pouvoir apprendre aux femmes à justement dire oui au bon moment.
et dire non aussi de temps en temps. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, on peut observer statistiquement parlant qu'il y a plusieurs types de femmes dans l'expression du plaisir. Est-ce que vous le saviez? Il y a 4 types de femmes. Vous allez voir justement les femmes qui sont parmi nous, dans laquelle vous vous situez. Donc, dans l'expression du plaisir, il y a les femmes plutôt positives. Ah oui? Elles font comme ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, vas-y, oui, oui. Ça, c'est les femmes positives. Il y a les femmes aussi négatives. Elles sont plutôt du style, oh non, oh non, 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 oh non, non, oh non. Non, ça, c'est les femmes négatives. Donc, il faut bien voir dans vos clients, patients, je veux dire, si vous avez des négatives, positives. Mais nous avons également une 3e catégorie, un peu plus rare, mais quand même, aujourd'hui encore présente dans notre société, les religieuses. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Voilà, il y a des femmes qui expriment le plaisir comme ça. Et puis, une catégorie, last but not least, il y en a énormément parmi nous, Ah ouais? les menteuses. Elles sont comme ceci. Oh oui, oh Pascal, vas-y, oh oui, comme ça, vas-y, oh tu vas me faire jouir, oh oui. Ça, c'est vache, hein? Franchement, c'est pas sympa, hein? Mais si, ça existe. Enfin, ça moi, je existe. préfère en tout cas celles qui font un peu de bruit que celles que c'est le... Parce que moi, j'appelle ça, d'ailleurs, avec des patients, parfois, il y en a qui s'en plaignent, il y en a des hommes ou des femmes, plus les hommes, que la femme, c'est vraiment, j'appelle ça l'amour cousteau. Le monde du silence. J'en ai connu une au Canada, je ne vais pas donner son prénom, parce qu'elle vit toujours. À un moment, je fais l'amour avec elle, et pourtant, quand même, je lui offre un service de qualité 5. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Ouais, c'est moi qui le dis, là. Après mon expérience de puceau, dans l'orgie. Et c'est vraiment, vraiment un moment tout d'un coup, en pleine action, mais vraiment, in the action of the action, elle me fait comme ça. C'est tout. Ça, c'était l'orgasme retentissant. Et puis, je dis après, bon, j'arrête mon affaire. Et alors, je dis alors... Heureuse. Et elle me dit, ah oui, j'ai eu un orgasme fabuleux. Je dis, putain, c'est ça ton orgasme fabuleux? Remboursé. La prochaine fois, essayez d'un peu d'expression. D'ailleurs, je pense qu'il faut apprendre aux femmes à mieux exprimer leur plaisir. Alors, on va vous partager un exercice que nous pratiquons très régulièrement, également avec les participants de nos ateliers, mais aussi avec nos patients. Ouais. Et ce soir, on va le faire, vous avez dit, tous ensemble. Alors, les Voilà. femmes vont commencer. Les femmes ont plus de coffre, plus d'audace, c'est bien connu. Sur toutes les voyelles, nous allons nous entraîner à jouir. Parce que simuler, ça peut avoir du bon. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme... Oui, il faut assumer que Ouais, bien quand sûr. on joue au tennis, eh bien, on s'entraîne finalement. Si un jour on veut jouer très bien au tennis, il faut quand même qu'à un moment donné, on joue moins bien. Eh bien, si un jour on veut devenir des parfaites petites jouisseuses qui jouissent à faire trembler les murs de Jéricho, il faut qu'on s'entraîne. Donc, on va le faire comme le yoga du rire. Certaines connaissent peut-être. On ne rit pas pour du vrai au début. Et on fait venir le rire. Et donc, nous allons faire venir l'orgasme en vous. Vous ne devez pas jouir ce soir, ça ce n'est pas obligatoire, mais vous devez en tout cas sentir les prémices du plaisir à faire cet exercice. Nous commençons par le A. Vous le dites très sobrement. A. Ah, A. Un peu plus fort. A. A. Vous voyez, le corps, l'esprit, tout ça, waouh, ça marche. Alors, on continue sur le E. Il y a des lettres un peu plus... Il faut trouver la bonne tonalité. A, E, donc ça. Allez, on n'entend plus rien, là. Nous, on vous entend, là. Nous... Vous voyez, il y a moyen de... Voilà, il faut s'entraîner. voilà, ça vient, ça vient. Alors, nous avons le I, qui est plus facile sur un oui. 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 Oui, il y a quelqu'un? Oui. 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 Voilà, on peut laisser ce plaisir sortir. On continue. On a le O. Alors, O, il est... Oh, voilà, quelqu'un qui a démarré avant. Oh là là, une bien. éjaculateuse prématurée, là, une précoce, là. Une jouisseuse précoce. Une jouisseuse précoce. Mais ça existe, il y a des femmes qui éjaculent, enfin qui jouissent plus vite aussi. Ça existe, on ne le dit pas assez, mais il y a des femmes qui... Voilà. Alors donc, oh. 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 Oh.
On peut faire vraiment lent. Ou au contraire. Et on termine tout doucement sur le U. Alors, je vais dire, tiens, U, c'est. Je vois que ça réveille l'assemblée. Là. Vous voyez, déjà la double bascule arrive, quoi, juste en faisant le U. Donc vraiment, il y a vraiment un effet extraordinaire. Alors, les hommes vont nous faire toutes les consonnes avec Pascal. C'est parti. On commence avec le M. M. Allez, on entend les Ouvre ta bouche. Bon, Ok. on va essayer plutôt le R. On peut virer de ça. C'est plus de ton âge, écoute. Le problème, c'est qu'en vieillissant, on finit plus par tousser que par gémir. Heureusement, il existe maintenant, vous le savez, tous les sexologues, on le sait, il y a eu souvent des présentations là-dessus au colloque de l'AUS. C'est les petites pilules miraculeuses qui fonctionnent très bien. Et il paraît qu'il y a une compagnie pharmaceutique qui va en sortir encore une nouvelle, car vous savez, toutes ces pilules-là, il faut quand même avoir de l'excitation pour l'avoir, mais il y a une pilule qui va sortir, même sans excitation, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, j'ai un patient, c'est un monsieur âgé, un petit vieux. Et d'ailleurs, les petits vieux, vous avez remarqué, ils marchent un peu comme ça, quoi. En général, souvent, c'est un peu en arrière. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils marchent comme ça? Parce que les petites vieilles, elles marchent comme ça. Ça, sorti, c'est ça la beauté de la vie, la nature. Notre petit vieux, il va comme ça à la salle de bain, il dit, je vais aller prendre ma pilule. Il prend sa pilule, et c'est un effet incroyable. En quelques secondes, l'érection là. Il revient, allons-y. Il retourne dans la chambre pour trouver Germaine, et puis au fur et à mesure qu'il s'approche, et alors il dit, oh, elle t'a reconnu. C'est pas sympa ça. Non, pas simple. Mais c'est vrai que parfois l'attitude des femmes, vous savez, par rapport aux érections, ça, un conseil de sexologue, hein, prenez-le, c'est que parfois, vous savez, j'ai ce que j'appelle en thérapie, en sexothérapie, les saboteuses. Ah, les saboteuses. Vous faites une bonne thérapie avec votre patient, il rentre à la maison, ça sabote toujours. Authentique, hein. Moi, je me souviens, j'avais un de mes patients, un homme très connu comme ça, qui passait à la télévision, d'ailleurs où j'y étais, je ne vais pas vous dire quelle chaîne. Eh bien, un homme prestigieux et tout ça, je traite pour troubles érectiles et tout ça. Il n'y a rien qui marchait. Chaque fois, il disait, oui, ma femme n'aime pas ça, ou ma femme n'aime pas... Et puis à un moment, finalement, il revient et dit, j'ai une super érection. Ah, je dis, ah ben voilà, je suis content, vous êtes guéri, super. Il dit, non, ma femme trouve que c'est trop dur. Je dis, ok. Donc effectivement, dans les saboteuses, vous avez 4 catégories, c'est comme les oiseaux. Hein. Vous avez les corneilles. Vous avez déjà entendu une corneille? C'est pas agréable. Hein. Moi, il y a pas mal de corneilles dans mon quartier, ça fait comme ça un peu... Ça crie comme ça, et vous avez des femmes comme ça qui engueulent leur mari. Oui, tu montes pas bien, j'en ai marre, c'est pas possible. Moi, j'ai une patiente authentique, hein, je vous assure, c'est une histoire de patient authentique, c'est pas une blague. Elle vient à un moment, je les vois après quelques séances, le gars vraiment avec des valises sous les yeux, il vient comme ça, etc., dans mon bureau, il s'assied. Puis sa femme dit, oui, j'en ai marre, etc., ça fait des mois qu'il vient chez vous, il monte toujours pas mieux, c'est pas possible, je peux plus supporter ça, moi j'en ai marre. Je lui ai dit, écoute, hier soir, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça. Eh bien, c'est pas difficile, hein. Tant que tu montes pas, tu dors pas. Et chaque fois que le gars voulait s'endormir, le réveillait, etc., avec une bande. La corneille. Alors, vous avez vu, la corneille, c'est une catastrophe, quoi. Mais vous avez l'opposé de la corneille. Oui, mais l'opposé. La colombe. La colombe, elle n'est pas du tout agressive. Elle est là. Écoute, mon chéri, tu sais, ce n'est pas grave si tu n'as pas de bonnes érections. Moi, je serai toujours là pour toi. Parce que moi, je t'aime d'amour. Je t'aime dur, je t'aime mou. Je t'aime comme tu es. Je t'aime dans ta totalité. J'aime la beauté intérieure en toi et pas juste ton érection. Tu comprends ça, mon chéri? Donc je serai toujours là. Est-ce que je peux te soigner? Elle veut faire la cothérapeute. Est-ce que c'est pas plus bandant? Puis vous avez la pie. La pie, c'est une espèce de petit cri de pleurnicheur, comme ça. Enfin, je ne sais pas très bien imiter la pie, hein, vous me voyez. Je suis pas très bon. La pie, je l'imite pas trop bien. Et là aussi, je me souviens d'ailleurs, ça s'est arrivé à un collègue canadien, quand je travaillais encore au Canada. Il y a une patiente qui vient avec son mari, puis voilà, problème d'érection aussi. Et puis,
Là, ça n'allait vraiment pas, etc. Et puis à un moment, mon collègue, il dit, ben, là, probablement, je suspecte qu'il y a un trouble urologique, etc. Il envoie le patient chez un urologue, il regarde le bilan, oui, catastrophe, etc. Et il dit, je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est des gens un peu simples, ils ne comprennent pas toujours très bien le français. Si je leur dis que c'est un problème physiologique, ils ne vont peut-être pas comprendre. Alors il dit tout d'un coup au couple, la dame est là, il dit, écoutez, monsieur, madame, je dois vous annoncer que monsieur, c'est vraiment un problème chez lui, c'est un problème physique. La femme dit, je savais qu'il n'aimait pas mon physique. Eh bien, la pie, elle pleurniche. C'est de ma faute, c'est du bande pas. Oui, je sais, j'ai pris du poids. Oui, je sais, je ne suis plus comme avant. Oui, je sais, je n'ai pas m'y prendre. Et elle pleurniche, elle pleurniche, elle pleurniche, elle pleurniche. Heureusement, il reste la 4e catégorie. C'est laquelle? La poulette. La poulette, elle reste sexy. La poulette, effectivement, même si son homme ne bande pas, elle dit, c'est pas grave, on recommence demain, t'inquiète pas, je vais t'exciter, ça va bien aller, on va s'en sortir. Et elle donne de l'énergie, et elle excite son mari, elle est stimulante, elle reste toujours, enfin pas toujours, mais elle reste souvent dans de bonnes conditions positives et sexy. Et d'ailleurs, vous, mesdames, et à vos patientes, je souhaite à toutes de rester, comme ma collègue Julie Duchemin, une poulette sexy, qui reste toujours justement disponible et positive vis-à-vis de la sexualité de son mari, même quand elle a des défaillances. Oh, merci. Et vous, messieurs, apprenez à rester des gentlemen sexy aussi, justement, et prévenants, romantiques, comme mon collègue Pascal de Sutter, ici présent. Ah ben c'est gentil aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on se fait des compliments, je veux dire que finalement, maintenant qu'on pense au livre, Ouais. la question, Conclusion de notre livre. c'est pas de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ou est-ce que la sexualité des sexologues, finalement, on s'en fiche. C'est pas la question de savoir si elle est bonne ou mauvaise. C'est vrai, mais c'est quoi alors la vraie question? La vraie question, c'est de savoir si l'on subit sa vie sexuelle ou si l'on la choisit. Parce que nous, finalement, je pense que nous, en tant que sexologues, on est mal placés pour donner des conseils aux autres et pour leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et après, ce qu'on vous a raconté, en plus, on n'est quand même pas des modèles, quoi. Franchement. Donc moi, je ne vais jamais dire à mes patients, vous devez faire ça, vous devez faire ceci. Tout ce que je peux faire, c'est bien modestement leur montrer quelques chemins vers un plus grand épanouissement amoureux et sexuel. C'est simplement leur montrer le chemin pour l'atteindre. Et moi, j'ajouterais que l'important aussi, c'est de vivre sa vie en pleine confiance et en pleine conscience. En pleine conscience de nos choix et en pleine confiance de notre destinée, de ce qui nous attend, justement. J'aime bien cette idée de pleine confiance, parce que je pense qu'il faut avoir confiance dans la vie, confiance dans ce qui se passe, et finalement confiance également dans ce délicieux vin qu'on a bu. Et ça me fait penser, voilà, j'ai la conclusion de notre livre, In Vino Veritas. C'est dans la vin que se trouve la vérité. La boucle est bouclée, c'est le cycle de la vie. On a eu dans notre jeunesse toutes sortes d'expériences. Toi, tu as eu des expériences particulières avec l'outre pulpeuse. Moi, j'ai eu des expériences avec ma queue de... De raton laveur. Enfin, tu t'en rappelles. Eh bien oui, je l'assume, j'en ai plus honte. J'assume que j'ai eu cette expérience avec ma queue de raton laveur. J'assume effectivement que j'ai pris plein de râteaux, parce que finalement, c'est peut-être tous ces échecs, ces expériences parfois plus ou moins hasardeuses. Et c'est la même chose pour vos patients, c'est la même chose pour vous, pour nous, pour tous les sexologues. Toutes ces expériences hasardeuses qui font aujourd'hui l'homme, la femme que nous sommes. Eh bien, ces expériences, je les assume, ça a fait l'homme que je suis et le sexologue que je suis aujourd'hui. Eh bien, moi, j'assume alors aussi mon côté fleur bleue, naïve, romantique, mes envies d'histoire d'amour et de fusion et de passion. Voilà, sincèrement, ce petit côté princesse en moi, je l'assume. Et j'ai envie de rajouter quelque chose aussi, c'est que finalement, un autre secret de cette soirée, c'est d'assumer, mais le deuxième, c'est de savourer. Justement, le vin, il m'inspire ça, tu vois, apprendre à savourer finalement chaque étape. On est passé par des étapes, voilà, l'enfance, l'adolescence, la première fois. Savourer chaque étape de la vie, chaque relation, chaque nouveau rapport, et puis se dire savourer finalement la vie. Oui, eh bien, savourons l'amour. Savourons l'amour dans ce qu'il a de beau, dans ce qui fonctionne bien, dans ce qui fonctionne moins bien. Peu importe, savourons aussi le plaisir de raconter tous nos secrets, toutes nos difficultés, sans tabou. Oui, alors j'ai envie d'ajouter en conclusion du bouquin une citation. Oui. Elle est de Philippe Besson, et elle dit ceci. « L'amour, ce n'est pas gagner à tous les coups. C'est prendre des risques, faire des paris incertains, connaître la frayeur de perdre sa mise pour mieux savourer le frisson de la doubler. » Alors savourons la soirée que nous avons passée avec vous. Oui, et savourons tout ce que l'on peut faire dans la vie et n'ayons pas peur d'être parfois un petit peu fous. Savourons nos plaisirs érotiques, nos envies coquines, nos émotions amoureuses, nos pipes conjugales.
du moment qu'on s'amuse beaucoup. Et savourons aussi l'amour, la sexualité sous toutes ses formes, que l'on soit plus jeune ou plus vieux, du moment que l'on reste coquin et que l'on fait toutes sortes de petites choses coquines sans tabou. Parce que Finalement, c'est la vie, c'est votre vie, c'est ta vie et c'est ma vie. à votre santé. Merci les techniciens. Merci à Pascal. Et merci à vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va ressortir à dans pas longtemps.